Mathieu. Mathieu est dans la maison d'édition. Quand est-ce que tu es arrivé, toi? 2000 On s'est rencontrés en 2012. En 2012. 2012, son premier livre est sorti en 2014. Mars 2014. Mars 2014. Et Mathieu avait annoncé, Mathieu donc fait de l'heroic fantasy, il est rémois, il avait annoncé qu'il y aurait 4 tomes. Effectivement, il y a eu 4 tomes pour son livre. On est content qu'il n'y ait eu que 4 parce que, parce que le dernier, il est épais comme ça. Et donc, Françoise aime beaucoup Mathieu, heureusement. Donc c'est de l'heroic fantasy. Mathieu, tu vas je vais te laisser parler. Et puis, il est également en train de terminer la rédaction. Enfin, la rédaction est terminée, là, tu es en train de transposer, correction et tout ça, d'un nouvel ouvrage dont peut-être, je m'en suis laissé dire, que nous aurions un scoop, un petit peu de lecture. Peut-être un petit extrait. Qu'est-ce que j'ai... oui, alors, donc, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est ce que c'est que l'heroic fantasy, et puis tu parles de ton livre. Très bien. Voilà. Et du 5e tome, peut-être. Alors, non. 5e tome. On va avoir des problèmes de famille. À toi. Donc, l'heroic fantasy, c'est une branche du fantastique. Donc, le fantastique, c'est tout ce qui résume les histoires donc imaginaires. Alors, il y a plein de types de branches. Donc, il y a l'urban fantasy. Alors ça, l'urban fantasy, c'est ce qui se passe dans le monde réel. Il y a le fantastique historique, c'est-à-dire qu'on prend des faits d'histoire et on invente on rajoute des dragons, des choses comme ça. Il y a après, la plus connue, ça reste quand même l'heroic fantasy. La science-fiction aussi fait partie du fantastique. Donc la science-fiction, c'est tout ce qui est dans le futur. Et donc l'heroic fantasy, c'est souvent, même toujours d'ailleurs, des mondes caractères médiévaux, donc il n'y a pas de technologie. Et on suit des héros. Des héros, l'heroic fantasy, voilà, ça veut dire ça. Donc oui, donc l'heroic fantasy, moi c'est quelque chose que je lis beaucoup. Je suis très friand de tout ça. Parce que un monde sans magie, c'est un petit peu pas possible pour moi, parce que ce serait peut-être devenir trop adulte, je ne sais pas. Peut-être là l'explication. Et donc moi j'ai commencé à écrire, j'avais 16 ans, et mon premier roman s'appelait Faune. Et Faune va revivre effectivement bientôt, puisque j'ai repris les idées de base de ce roman-là pour faire quelque chose de complètement nouveau, et qui va sortir bientôt. Et donc le 4e ordre, eh bien je l'ai commencé, j'étais à la fac, parce qu'à la fac, moi je m'ennuyais. Du coup, je me suis mis à écrire un bouquin suite... voilà, j'avais entendu parler grâce à ma mère d'un concours de romans fantasy. Alors c'est n'importe quoi, parce que normalement pour participer à ce genre de concours, il faut avoir écrit un livre. Donc moi je leur ai envoyé 30 pages. C'était c'était n'importe quoi. Mais bon, j'avais découvert ce concours 15 jours avant la date limite d'envoi, donc c'était pas possible. Et je me suis dit, allez, j'abandonne celui que je suis en train de faire parce que j'étais en train de me perdre dans des histoires un peu compliquées. Et je vais commencer celui-là. Et puis voilà, c'était très bien puisque la fac, je m'ennuyais, donc j'allais en cours, puis je faisais semblant de prendre des notes, et en fait, j'écrivais. C'était bien sympa de faire ça. Et voilà ce qui nous résulte. Alors moi, je vous montre les miens. Alors on m'a dit tout à l'heure que c'était tout pourri. C'est vrai. Oui, je voulais voilà. Qu'ils utilisent des livres quand même. Non, ce sont les miens. Okay, qu'est-ce qui est arrivé à ce livre? Alors ce livre-là, il est passé sous une cascade dans le Jura. Voilà, parce qu'en fait, j'avais une méthode de communication sur Internet. Je faisais des bookfeeds. Enfin, je ne faisais pas des selfies, je faisais des bookfeeds, donc mon livre un peu partout. Alors ça a été un jeu, on a même fait un concours. Voilà, c'est ça. On a même fait un concours avec Françoise d'une année, c'était très rigolo. On avait eu des bookfeeds très très drôles, très originaux. Et voilà, donc celui-ci, cascade, celui-là est tombé dans la mer. Et après, vous voyez, ils sont un peu moins abîmés, tout simplement parce que ça commence à peser lourd dans le sac. On ne voit pas bien la différence. C'est ça. Voilà.
Du coup, maintenant je fais des marque-pages filles, ce qui est beaucoup plus léger dans le sac à dos. Voilà, donc, le 4e ordre. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Pour faire très très court, c'est un monde où donc les humains ont plusieurs types de pouvoirs. Il y a les mages, les ordinaires, les guerriers. Donc ce sont les 3 ordres initiaux. Et dans leur histoire à eux, leur histoire avec un grand H, un jour sont apparus des gens, c'était les guerriers mages, et ils ont formé le 4e ordre. Le fameux 4e ordre du titre. Et quand on commence l'histoire, en fait, le 4e ordre, il a disparu, après des générations de guerre. Et le héros est le dernier représentant de cet ordre oublié. Et il a une vie très très dure. Le héros, il vit tout seul, dans une petite trou de vallée perdue, qui part par là. Et en fait, il est élevé dans le secret par un maître très dur. Il est orphelin, il ne sait rien de ses origines, tout est très flou autour du 4e ordre. Et tout ce qu'il sait, c'est que tout le monde pense qu'il porte malheur, parce que avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu l'état d'esprit des gens, quoi. Donc il se fait rejeter au coup qu'il passe, puisqu'il fait ressurgir des choses que tout le monde craint. Et puis ça reste quelqu'un un peu bizarre, avec plein de pouvoirs qu'il maîtrise pas très bien, voilà, toujours un petit peu en décalage. Mais finalement, il n'en peut plus de vivre comme ça et décide de partir à la capitale. C'est un peu le lieu où on va peut-être pouvoir faire quelque chose pour lui. Parce que se tient là-bas la rencontre. Alors c'est un grand événement où tout le monde vient s'affronter dans plein de types de compétitions. Alors je vous laisse imaginer toutes les possibilités sportives, magiques, de combat, choses comme ça. Et puis là-bas, finalement il va rencontrer des gens, il va se recréer une famille et tout semble mieux se passer. Mais, parce que sinon ce serait trop facile, il va y avoir un drame pendant cette rencontre et qui semble lever le voile sur ses origines très mystérieuses. Il ne va pas résister à la tentation de vouloir s'y intéresser de plus près. Et de là, il va être entraîné dans un état d'aventure de plus en plus compliqué. Alors ce que je vous propose, c'est de la lecture, donc je vais lire un petit peu. Donc je vous ai choisi un extrait par tome. C'est des extraits assez courts, et je les ai voulus un peu représentatifs du tome. En fait, parce que le tome 1, c'est le plus juvénile, on va dire ça, c'est le plus... Les héros sont jeunes, en fait. C'est des jeunes adultes qui sont encore dans le jeu, dans la compétition, dans les rencontres, la fête et tout ça. Et il va se passer plein de choses, et du coup, effectivement, on va les voir après grandir. Et ce qui est, je pense, intéressant d'un point de vue littéraire, c'est que finalement, en fait, ma façon d'écrire a évolué en même temps que les personnages. Donc, en fonction de tout ça. Donc, je pense que ça va être intéressant de faire un petit comparatif. Oui, et puis parce qu'en fait, ils ont 4 tomes qui ont été écrits sur 4 ans. C'est ça. Voilà. Donc, en 4 ans, avec beaucoup d'écriture, forcément, ça évolue, ça se perfectionne. Et du travail, beaucoup de travail, des heures, des nuits. Voilà. Du coup, forcément, ça serait malheureux si on faisait pas de progrès avec tout ça. Voilà. Alors attention. C'est la première fois que je fais ça, je vous dis tout. Enfin, j'ai déjà lu des histoires à mes neveux et nièces, mais bon là, c'est... C'est pas bon. Mathieu, appelle-nous tonton. Dans 2 minutes on dort. C'est vraiment incroyable ici, s'exclama Bibi. Taro lui sourit et Lestine se détourna. Mouna continuait tranquillement son chemin vers une table isolée autour de laquelle ils prirent place. Elle leur proposa à boire et le temps qu'elle passe commande, les 2 jumelles s'assirent sur le rebord de la terrasse, dos au vide aux grandes dames de leur mère. « Alors Luce, tu peux nous expliquer la situation ?» Celle-ci ramena ses mèches derrière ses oreilles et se mordilla brièvement les lèvres pour choisir avec soin les mots à prononcer. « Tu dois me comprendre, Luce, insista Mouna sur un ton doux et rassurant. Ce n'est pas contre toi. Cependant, ton père a été à la limite de la violence et a déclenché un acte magique qui nous a semblé impressionnant. » Taro allait rajouter quelque chose, mais Lestine lui envoya son pied dans le tibia. « J'ai senti la colère de mon père, dit Luce, et je le regrette, vraiment. » Elle fit une pause et but un peu. « Je suis son unique héritière officielle et je me suis enfuie, lâcha-t-elle dans un souffle. Une fille qui fugue le giron familial attire une grande honte sur sa famille. Bibi le savait,
car il avait assisté à pareille situation à Deux Collines lorsqu'il avait 8 ans. La rebelle, qui avait fugué de chez son père pour rejoindre un amour de jeunesse, avait nourri les potins du village pendant de longs mois. Dans le cas de Luce, fille héritière d'un noble apparemment riche et puissant, sa fuite devait causer un scandale d'un tout autre impact. « Je suppose que tu avais une bonne raison, » dit Mouna d'un ton plein de sympathie. « Oh, je vous en prie, ne me dénoncez pas, je ne peux plus supporter ma famille. Je ne peux plus vivre avec ces gens sous prétexte que j'ai des liens de sang avec eux. Je n'y peux rien, je ne veux plus qu'on m'associe à eux. Je sais très bien que j'ai enfreint une loi, mais comment faire autrement? Le seul autre moyen pour me libérer était le mariage forcé, la belle affaire. » « D'où viens-tu pour ne pas savoir que cette loi a été annulée par l'empereur, sous l'influence de l'impératrice il y a 6 ans déjà, lança Taro. Je viens de Vive-Rive, la ville entre les 2 bras du fleuve Hydre. Là-bas, cette loi s'applique toujours, dit-elle accablée. Le gouverneur de la ville est un traditionnaliste pur et dur, en plus d'être un ami proche de mon père. Tant que tu as belle terre, tu ne risques rien. Je me trompe? Demanda Lestine. Mais je n'en suis pas sûr. Sois-le, assura Taro. Les lois d'une juridiction, d'un gouverneur ou de l'empereur, s'appliquent à toutes les personnes résidentes ou de passage. Tu as choisi le bon moment pour quitter ta famille. Pour ce qui est de retourner à Vivrive, par contre, sang rouge, mais bon sang, bien sûr, ça me revient. L'une des plus vieilles lignées de mages au monde, Turbide sang rouge, du noble de chez noble. On pense qu'il est l'un, voire le mage le plus puissant de notre époque. Richissime, sans parler de son influence. Sa réputation le précède, pas forcément en bien d'ailleurs. Absolument contre la réforme du statut de citoyen, bien entendu. Tu es son unique héritière officielle et tu oses lui fausser compagnie pour t'acoquiner avec des citoyens. Pardonnez-moi l'expression, mais tu en as une sacrée paire, Luce sang rouge. Luce le remercia et s'enferma dans un silence gêné. Alors, nous avons là une présentation d'une partie des personnages principaux. Donc Bibi, le héros, le dernier représentant du 4e ordre. Luce, qui va devenir sa plus grande amie, qui est donc cette jeune femme noble, qui appartient à une très très grande famille, très puissante. Et Luce, c'est un petit peu, comme Bibi, c'est un peu le côté militant du 4e ordre, parce que c'est mon truc à moi, je fais toujours passer des valeurs et des choses comme ça qui me dérangent, que j'aimerais voir se propager au reste du monde. Et Luce est l'un des personnages qui porte ça le mieux. C'est-à-dire que c'est, voilà, comme vous avez vu dans l'extrait là, enfin entendu, c'est le statut de la femme, voilà, qui n'est qu'un objet, qui doit être marié, qui sert un peu à rien qu'à faire joli, et c'est tout, quoi. Puis que, voilà, qui est la possession de son père. Donc il va y avoir toute une histoire par rapport à ça, parce que justement, il va y avoir cette lutte contre son père, et qui va prendre des proportions très... Si vous voulez lui poser des questions, il répond. Tout à fait. Il le fait aussi. Donc comme vous voulez, soit j'enchaîne, soit vous me posez la question à la fin. C'est vous qui voyez. J'enchaîne. Oui. Le tome 2. Résurrection. Alors, le tome 2, beaucoup d'actions. Alors là, ça part dans tous les sens. C'est mené tambour battant. On apprend plein de choses sur les secrets, justement, du héros. Et c'est vraiment... ça se darkifie, hein, si on peut employer ce terme-là. On commence à toucher à des choses beaucoup plus dures. Il y a des guerres qui commencent. Il y a vraiment des choses qui vont les pousser à bout, les pauvres personnages. Du coup, soudain, sa vue aiguisée fut interpellée par un inquiétant mouvement à l'entrée du port. L'eau, étrangement et magiquement mouvante, scintillait. Ce qu'il devina être un banc de Lokuai tournait en rond avidement et de plus en plus vite. Se rappelant les quelques leçons qui avaient attiré son attention à l'école impériale, un spécialiste leur avait expliqué quel tour pendable les démons réservaient parfois, il sentit un nœud se créer dans son estomac. Avant qu'il ait pu réagir, le remous se transforma en une vague imposante qui refoula du port, ce qui diminua l'attention de Bibi. Il allait se remettre au combat, troublé, quand il constata que la menace ne s'écartait absolument pas, mais revenait, grandissante. Une vague magique de plusieurs mètres de haut déferlait sur eux. Tétanisé de voir ses récents cauchemars se réaliser, Bibi savait qu'il devait pourtant agir. Oubliant toute prudence, fixé sur son objectif, il lança son sort préféré à plusieurs reprises dans la forêt de Lokuai.
Les combattants en profitèrent pour achever les monstres jetés à terre. La vague destructrice approchait, haute de 5 ou 6 mètres, et fonçait dans un grondement menaçant vers l'entrée du port. Bibi n'était pas le seul à l'avoir repéré. Une fuite précipitée gagna les rangs des combattants. Bibi courait entre les démons, esquivait sans s'en apercevoir les griffes qui le frôlaient. À quelques mètres du quai, ses pouvoirs explosèrent en une nouvelle onde de choc particulièrement puissante, qui lui dégagea de la place dans un concert de beuglements démoniaques. Luce hurla son nom en le voyant disparaître, caché par des lokuai qui resserraient les rangs. Les démons soufflaient dans leurs évents, prêts à s'envoler avec l'eau qui s'apprêtait à tout engloutir. Bibi, les yeux rivés sur le haut de la vague qui avait passé l'entrée du port et qui se mouvait comme un être vivant, empoigna son bâton comme une raquette et donna un grand coup devant lui tout en criant en bouclier avec une sonorité claquante, comme un écho venu d'ailleurs. L'air s'opacifia sous son mouvement et forma un mur magique devant la vague qui se fracassa dessus, faisant ployer le jeune pur. Il se campait, les jambes écartées, tenant son bâton à 2 mains devant lui, les bras tendus. Il résista au choc que sa magie subissait et se concentra pour ne rien lâcher. Absorbé par l'effort, sentant sa magie, sa force et sa résistance augmenter de façon exponentielle, il entendit dans une sorte de brouillard la voix de Luce, sentit les crocs et les griffes des démons alentour se heurter à sa résistance, avant que des étincelles brutales qui éclataient sur sa peau ne les repoussent. Mais rien d'autre ne comptait que cette vague, cette magie confrontée à la sienne. L'eau, animée par des lokuai qui nageaient comme des flèches jusqu'en haut de la vague, semblait vouloir passer par-dessus pour déverser son trop-plein. Des fissures apparurent sur le bouclier de Bibi, tandis que ses bras ployaient sous l'effort. Empli d'une rage de vaincre, il poussa sa magie à son maximum. Il eut l'impression que son corps s'embrasait et que son cerveau pulsait comme un muscle. Quand son bouclier céda, l'énorme vague était refoulée hors du port et allait se perdre dans l'immensité de la mer, défonçant au passage quelques quais et épaves éparses. Bibi fut projeté dans les airs sous la force de l'explosion et retomba durement sur un lokuai, vidé de ses forces. Comment ça va-t-il finir? Là, on est dans le combat. Là. Voilà, là c'est vraiment la magie, le combat. Alors ce passage-là, je ne l'ai pas choisi par hasard non plus, c'est parce qu'on a des indices sur ce que Bibi va être capable de faire avec ses pouvoirs. Parce qu'en fait, il a une particularité qui apparaît à la fin du tome 2, qui est un petit peu, voilà, qui est légendaire et qui va réapparaître avec lui. Et là, on commence à sentir, on sait après, au fur et à mesure de l'histoire, pourquoi ce pouvoir-là va réapparaître, qui sera très important par la suite aussi. Alors, le tome 3, vu tout ce qu'ils se sont pris dans le tome 2, les personnages, c'est un peu plus doux, tranquille. On va dire qu'ils ont la possibilité, la chance de pouvoir digérer tout ce qu'ils viennent de vivre et de penser les blessures, parce qu'il y a des deuils, il y a plein de choses comme ça, et du coup, alors c'est un tome, comme son nom l'indique, frontière, où il va y avoir plein de découvertes, parce qu'ils vont aller vraiment au-delà du monde qu'ils connaissent, et alors certains vont le faire dans l'urgence, dans le combat, etc., mais d'autres plus dans les retrouvailles avec leur passé, etc., donc voilà, c'est quelque chose de plus doux, parfois même de contemplatif dans certaines scènes, face à tous ces paysages et à toute cette émotion qui peut ressortir de certaines retrouvailles, justement. Mais j'ai choisi un passage qui commence à brosser un peu l'aperçu de tous ces nouveaux mondes qu'ils vont découvrir. « Assez !» tonna alors la voix de l'illustre. Celui-ci s'était levé, et Turbite goûta au déplaisir de le voir encore plus grand qu'il ne l'imaginait. L'illustre descendit les marches sans se soucier de l'atmosphère de chaos qui régnait dans sa salle de réception, tandis que le vieux mage faisait disparaître son épée et se relevait, dardant sur Myrios un regard plein de tout ce qu'il avait pu ressentir pour lui ces jours passés. Haine, mépris et soif de revanche. Il s'effaça devant l'illustre qui arrivait, surveillant du coin de l'œil les prêtres qui se relevaient les uns les autres, durablement choqués, voire ébranlés dans leurs convictions par la puissance du vieux mage. Que ces misérables insectes parviennent à maîtriser une magie de l'esprit, voilà qui dépassait l'entendement de Turbite. Son monde luttait depuis toujours pour obtenir des avancées dans ce domaine, sans y parvenir. La seule magie de l'esprit à laquelle Turbite avait pu goûter malgré tout son travail acharné, restait l'envoûtement qu'il avait lié au démon. L'illustre s'agenouilla sans peur aux côtés de Turbite, soulevant la tête de Myrios d'un geste tendre. « Tu m'as encore prouvé ta bravoure et ta fidélité, lion de mes nuits, l'âme de mes jours. Tout pour l'amour de votre majesté céleste, octa Myrios qui peinait à cacher sa douleur.
L'illustre l'embrassa fugacement sur les lèvres avant de se relever. Aussitôt, des gardes s'emparèrent de Myriot et le transportèrent hors de la salle, alors que 2 guérisseurs se précipitaient à leur suite, fouillant dans les poches de leur large ceinture. « Affine encore ta connaissance de ma langue et de mes mœurs étrangers, proclamait l'illustre en se tournant vers Turbit. Alors, nous pourrons parler sérieusement. Turbit, même s'il lui déplaisait de lever les yeux vers cet homme, acquiesça, les lèvres scellées sur la douleur qui montait soudain de son bras meurtri par la pureté. Il s'affolait intérieurement, enragé qu'elle se manifeste maintenant, et maudit autant de fois qu'il le put le nom de ce satané bâtard de pur. Qu'on emmène le noble étranger dans des appartements qui siéront à son rang, qu'on lui offre vêtements, cadeaux et esclaves selon son goût. Apprends à connaître un temporel, seigneur venu d'ailleurs, en t'empêchant tout de même de la mettre à feu et à sang. Turbit parvint à sourire. Ce que je désire aussi, c'est qu'Ansgulin, fils de Bergerer, magistrat d'Angar, m'accompagne comme il l'a toujours fait, et me fasse partager ses vastes connaissances sur le royaume céleste. Accordé, dit Lilo. Où se trouve-t-il? Ansgulin se décala de l'obscurité d'une colonne et se présenta. L'illustre sourit devant le calme de l'adolescent. Bien, fils de magistrat, continue à apprendre comme tu le fais les bons usages à notre invité. Allez maintenant. Ceci dit, des esclaves terrorisés, poussés en avant par un personnage qui devait jouer le rôle d'intendant, vinrent se placer devant Turbit et Ansgulin et les guidèrent dans de nouveaux couloirs. Turbit ne se souvint plus du trajet, tant la douleur dans son bras devenait prenante. Tout ce qu'il espérait à présent, c'était tenir suffisamment longtemps dans sa lutte contre elle pour éviter que quiconque assiste à sa faiblesse. Enfermé dans ses nouveaux appartements, terrassé par la pureté une 3e fois, il s'évanouit alors qu'il tentait de rejoindre le lit luxueux qui l'attendait, offert sans qu'il s'y attende par l'illustre lui-même. Voilà, donc là on est dans ce nouveau royaume. Je vais vous montrer la carte. Quand même. Que toutes les guerres d'avant en fait ont permis de découvrir. Donc ça se passe plus ici. Et donc là je vous ai choisi pareil un passage avec ce fameux Turbit sans rouge qui est en fait le méchant absolu de cette saga. Le méchant absolu qui s'est trouvé là, un très bon allié, et ils vont dans le tome 3 œuvrer à tous les drames qui vont apparaître dans le tome 4. Donc on a vraiment ça dans le tome 3, c'est-à-dire qu'on a les héros qui sont en train de penser que tout est fini, que tout va mieux, et du coup il faut repartir, il faut se relancer, etc. et revivre. Et on se rend compte qu'avec ce personnage-là, dans l'ombre, qu'il va encore se passer plein de choses. Et le tome 4, alors, le tome 4, effectivement, je me suis fait plaisir. Mais Oui, dis-moi. avant de commencer dès le début, tu savais que tu allais faire 4 tomes? Non. Non? Tu étais parti sur un livre au départ? J'étais parti sur rien. Oui, je suis parti comme ça. En fait, j'avais l'idée de départ, ce monde-là, j'ai écrit dans le tome 1, il y a le prologue qui explique un peu l'histoire de ce monde-là avec les différents ordres, ce qui s'est passé. Et ça, c'était étrange, mais c'est comme si c'était quelque chose que j'avais toujours eu en moi. En fait, je l'ai écrit d'une traite. J'ai même pas eu besoin de réfléchir, c'est venu comme ça, d'un coup. Et c'était pas assez complet? Oui, puis c'était vraiment que le début, et après, voilà, on écrit, en fait, c'est comme, c'est une graine. On a la graine, et puis c'est les premières idées, puis on écrit, puis on a le tronc, et puis voilà, on a plein de choses comme ça qui... Je suis trop long? Oui. Non, c'est pas comme ça, non, mais... Tu sais, là, t'as le maître du temps là-bas. Bah oui, je sais pas. Non, ce serait peut-être intéressant de passer à ton actualité. Oui. Tu nous racontes un petit peu ce que tu... Alors, voilà, le 4e ordre se finit en apothéose. Le tome 4, c'est un peu l'explosion. Donc tout ce qu'il y a dans les 3 premiers se retrouve dans le 4, pour faire court et simple. Et c'est le final. Ça se termine Et alors ouais, ce serait trop simple de dire oui, et ce serait trop simple de dire On oui. va attendre le tome 5. C'est ça. Donc du coup, ça a été un très très gros projet qui m'a pris beaucoup de temps. Et arrêter ce projet-là a été très difficile. Une espèce de baby blues carabiné. Et du coup, j'ai mis du temps à me remettre à un vrai projet. Et j'avais quand même cette idée de reprendre donc, mon tout premier roman, Faune, voilà, qui est ici, et ça devait être un petit projet.
qui devait pas me prendre trop de temps, qui serait facile, tout ça. Et puis bah en fait, bon on va en faire 2 tomes quoi. Parce que bah en fait, pareil, je me suis fait plaisir. Alors ça a été une écriture très intéressante aussi parce que c'est donc du fantastique mais qui se passe à notre époque. Donc c'est du contemporain. Et donc bah il y a plein, je me suis amusé à mettre plein de références à notre culture, on passe par plein d'endroits qu'on peut connaître, Paris, enfin voilà le Jura, il y a plein d'endroits comme ça. Et ça a été finalement pénible d'un côté parce qu'il faut pas raconter n'importe quoi, il faut les lieux pour les décrire, tout ça, faut faire attention. Mais alors quand l'inspiration vous vient, vous êtes dans Paris, vous voyez la scène, oh bah ça c'était génial. Alors ça fait psychopathe, hein, j'entends bien, mais voilà, j'étais voilà. Non, mais enfin voilà, je me promenais dans cette partie de Paris où va se passer une des actions que j'aime beaucoup, et je voyais la scène, je voyais le héros, enfin, etc. Alors c'est pour faire très court, ce que j'appelle une fable écologique. Alors c'est donc du fantastique, c'est un récit d'aventure, mais avant tout c'est quelque chose qui, comme avant, il y a des valeurs quoi, il y a des valeurs, et c'est une grosse interrogation sur notre société, sur notre façon de consommer, sur cette planète qui est en train malheureusement de vivre des heures très très sombres, sur cette biodiversité qui s'écroule et sans laquelle nous ne sommes rien, puisque nous en sommes issus, nous en faisons partie. Et on a tendance à oublier que l'homme est un primate qui s'est développé dans des températures tempérées et qu'on va certainement quand même bientôt aussi payer notre tribut à tout ça. Donc voilà, et c'est un roman où il y a un héros animal et il y a une héroïne. Alors l'héroïne, bien sûr, toujours pareil, le droit des femmes, contre l'homophobie, la diversité humaine est autant à défendre que la diversité animale. Et le héros animal est justement pour défendre toute cette écologie, cette vie qui nous entoure et dont nous faisons partie et qu'on a tendance à l'oublier. Alors je vais vous faire le petit scoop tant attendu. Je vais vous lire une petite partie. Alors attendez, il faut que je retourne dans mon machin. Alors j'ai presque fini. Parce que ça, vous voyez, c'est une de mes méthodes d'écriture. J'écris sur papier, je retranscris tout à l'ordinateur, et je me réimprime en papier, je corrige et je lis sur papier, et après j'envoie au boss. Mais après. Ce qui veut dire que là, je ne sais pas du tout ce qu'il va lire. Non. On n'a aucune idée. Personne n'a jamais rien lu, et donc ça se trouve, je me suis complètement planté. Et on découvre. Là, et je recommence tout dès demain. Oh, ça m'étonne. Clarisse se redressa et se retourna vers le tronc. Elle posa sa main sur l'écorce et sentit. La pulpe de ses doigts vrombit quand elle caressa la rugosité du bois. Elle sentit son odeur, se plaqua brutalement contre lui, quand des ailes d'insectes bruyantes la frôlèrent de trop près. Là, nichée contre un colosse, elle crut deviner une bienveillance distraite, une force incroyable, une façon de vivre et de percevoir radicalement différente de la sienne. Différente, mais tout aussi précieuse, tout aussi respectable. Parviendrait-il à se comprendre ? Elle releva les yeux et fit un petit bond en arrière. Une créature pleine de pattes et de pinces se trouvait près de son visage. Elle se rassura du mieux qu'elle put en se remémorant la vidéo d'un youtubeur qui laissait le sosie de cette arachnide-là monter sur sa main. Elle tendit un doigt. Et avec cette créature, saurait-elle créer un lien ? Elle se contenta de l'observer et tenta de la prendre en photo. Elle ne disposait pas du bon objectif. La lumière continuait à se dresser en un véritable défi dans cette jungle. Elle se tordit le cou pour apercevoir le haut du tronc, un bout de canopée. Clarisse se retourna pour jeter un coup d'œil, un vrai regard, à la jungle qui l'entourait. Elle prit quelques clichés et respira un bon coup. Une vague animation lui parvenait du camp, étouffée par la densité verte. Elle se demanda combien de temps elle s'était absentée et voulut commencer son demi-tour. Sauf qu'elle voyait la jungle, elle voyait la vie, elle voyait les liens. Elle prit vaguement conscience qu'elle n'effleurait là qu'une ancienne sagesse oubliée, un pouvoir et une magie perdue. Elle cligna des yeux, reprit de nouvelles photos, laissa son appareil retomber contre sa poitrine, soutenu par sa lanière autour de son cou et soudain se figea.
Ce qu'elle devinait à présent la clouait sur place. Elle manque de me surprendre, cette primate isolée. Pourquoi s'éloigne-t-elle de ses nids et de ses congénères, seule? Je me ramasse, prêt à bondir et à tuer. Une excitation instinctive s'empare de moi. Cette proie inopinée m'amuse. C'est une façon de les chasser de mon territoire. Les tuer un par un. Dommage que je n'aime pas leur chair. D'autres que moi s'en chargeront. Son comportement m'arrête. Ce n'est pas normal. Elle n'est pas normale. Elle se distingue de ses congénères. Pourquoi se colle-t-elle à un arbre comme s'il était son ami? Est-ce un piège? Un traquenard? Ont-ils repéré les combattants et leurs fausses griffes? Je lève la truffe pour humer les alentours plus à fond. Mes oreilles pivotent dans toutes les directions. Rien. Pas le moindre signe autre que la menace diffuse de leur nid. L'odeur de cette jeune primate finit par m'atteindre. Elle vient décidément de très loin. Ses ancêtres aussi. De brèves images de l'héritage me parviennent, trop floues. Son pelage brille d'une couleur comme je n'en ai jamais vu. Sa peau claire m'étonne aussi. Je m'approche furtivement. La curiosité l'emporte. Je me fige à nouveau. J'ai repéré son arme autour de son cou. Elle la pointe sur l'arbre, puis sur ce coin de mon territoire. Rien ne se passe, hormis de petits bruits d'inanimés. Ces bruits internes me troublent. Cette arme vit-elle en réalité? Que cherche-t-elle à attraper? Est-ce comme les pièges que j'ai détruits? Vraiment? Je me rapproche encore. Je me dissimule à présent. Je me redresse pour mieux la voir. Elle me fait face mais ne voit rien. Elle est distraite. L'image même de la proie facile. Une nouvelle excitation montante m'impose quelques mouvements hachés, tendus. Soudain, un frisson s'empare de mes moustaches et se prolonge jusqu'à mon échine. Son regard change, la tension dans son corps aussi. Je comprends aussitôt. Elle me voit, malgré ma dissimulation. Cette primate voit. Là, devant elle, à une dizaine de mètres, elle ne pouvait pas l'ignorer. Des oreilles rondes, un front bas, les prémices d'une gueule puissante, la partie haute d'une truffe aux aguets, des moustaches frémissantes qui dépassaient d'une végétation dense. Elle devinait un pelage sombre, hirsute, comme un début de crinière, quelques ombres, comme des taches sur du noir, un corps ramassé, énorme, écrasant de puissance. Et surtout, ses deux yeux jaunes, vifs, braqués sur le moindre de ses gestes. Son premier réflexe fut d'empoigner son appareil photo. Erreur. Le corps massif s'anima d'un mouvement bref, fluide et féroce, qui le rapprocha encore d'elle. Clarisse interrompit aussitôt son mouvement, une terreur primale la vrillant de haut en bas. Une peur aussi vénérable que la vie, la peur de la mort. Elle devenait proie. Bravo. Voilà. Donc là, oui, excuse-moi, Non, continue. Donc là, je vous présente les deux héros dont je vous ai parlé, donc Clarisse et ce fauve mystérieux. Et c'est le moment de leur rencontre. Et alors, c'est vrai que Clarisse, il y a beaucoup de vocabulaire par rapport à la vision, parce qu'en fait, Clarisse est une photographe, amateur, mais amateur éclairé, et elle a cette particularité justement de voir les choses. Et du coup, c'est ce qui lui permet à elle de se rendre compte que tout peut être remis en question, et notamment ce que peut penser l'animal. Et ce que j'ai essayé de faire avec ce personnage-là, c'est de nous mettre dans la peau de l'animal et de s'interroger sur ce qu'ils peuvent penser de nous, de leur environnement, de comment ils peuvent percevoir les choses. Parce que c'est toujours pareil, si on comprend les individus qui nous entourent, on accepte mieux et on fait attention à ce qu'ils vivent aussi. Voilà, c'est Faune et c'est très bientôt. Non, c'est bien, c'est super dynamique. Voilà. Lecture très rapide. Pas le même style d'écriture que dans mais Prix Mort. Ça, c'est à certains moments, certains passages. Parce que justement, j'ai voulu toujours faire avec ce personnage animal des phrases très courtes, avec toujours des espèces de montées comme ça d'humeur, une espèce de montée de colère ou de montée de peur qui arrivent. Alors c'est mon interprétation, mais qu'ils n'arrivent peut-être pas forcément à contrôler en tout cas. Et voilà. Après, bon. Donc voilà, si vous avez des questions, si on a encore un petit peu le temps. Toujours du temps. On n'est pas plus. Vous savez quand est-ce qu'il sort? Peut-être au printemps, genre peut-être avril, si on y arrive, ou on verra bien. Tu vas avoir fini. Moi, normalement, je vous l'envoie à la fin du mois. Tu l'envoies à la fin du mois. Oh, ça va être chou. Vous êtes plutôt sur la rentrée. Plutôt. Ah non, c'est pendant les vacances. Parce que j'ai peur que pendant les vacances. Ouais. Non, c'est... Pendant les vacances. Ah oui.
pendant les vacances de François. C'est bien que j'ai atelier bonhomme de neige. C'est ça. Non, parce que c'est toujours sortir un livre en juin, juillet, ça sert à rien. Voilà. Bon, ou alors on le sort un peu plus tôt, mais c'est un livre pour la jeunesse ou. On verra bien. Mais on verra bien. Tout dépend. C'est difficile à dire. Parce que ça va. Enfin, faut voir combien de temps on le corrige en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, C'est un petit peu ce travail-là, mais cette année, sûr. oui, 2019. Alors, on va dire au plus tard à l'automne. Ouais, Voilà. comme ça. Ouais. Ouais. C'est large. Ça Ouais. Bien, Mathieu est à votre disposition, bien évidemment. On va, voilà. Juste une petite question, Mathieu. Oui. Quel est ton rapport avec la nature? Malheureusement, j'habite en ville, mais c'est très étrange à décrire. Toujours été assez fasciné. Quand j'étais gamin, je regardais pas les dessins animés, je regardais des documentaires animaliers. Je passais mes journées à faire ça. J'avais des collections de cassettes. J'étais sur Arte en train de regarder tous les... Voilà. C'était mon truc à moi. Et je peux pas expliquer pourquoi. J'ai toujours eu ce questionnement. À se dire mais comment ça fonctionne, pourquoi, enfin voilà, plein de choses comme ça. Juste pour justifier ma question, c'est parce que bon, bah, la nature je connais et pour avoir observé les animaux, à partir du et ça rejoint ce que tu écris dans ton nouvel ouvrage, un animal, on partage le même milieu, c'est-à-dire qu'on arrive dans une forêt et on arrive sur son territoire. Et là, lui, il a un cliché du territoire, il a une mémoire du territoire, il a une vidéo permanente, et d'un seul coup, même s'il ne nous voit pas, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, à la différence de l'homme, nous, quand on va observer quelque chose dans la nature, on va essayer de comprendre. Lui, instinctivement, il applique un réflexe de sauvegarde. Il s'en va, tout de suite, il ne réfléchit pas. C'est ce qui lui permet... C'est ce qui lui permet, donc ça rejoint un peu ce que tu disais, action tout de suite, lui. Action tout de suite. Action tout de suite. Quand tu dis qu'il s'en va finalement, il sauve. Alors, lui, sa sauvegarde, c'est la fuite tout de suite. Mais du coup, c'est par rapport à l'homme qu'il est comme ça. Oui, oui. Non, mais pour dire que du coup, l'homme réfléchit trop. Mais oui, non, pas forcément. Par rapport à Parce lui, que je pense que l'animal a appris à fuir l'homme, quoi qu'il arrive. bien sûr. Et ça aussi, on pourrait se poser la question, parce que dans une société, enfin, j'inclus les animaux dans la société, parce que j'ai lu plein de bouquins du coup, et imaginons des gens qui sont en guerre, qui ont ce stress permanent de se faire tirer dessus, ou de se faire piéger, ou, voilà. Finalement, certains animaux dans certaines contrées vivent ça. Bah oui, et est-ce que c'est plus acceptable? C'est le comportement animal, ça. Voilà, mais alors L'homme oui. qui est dans le stress permanent de la guerre, il a le comportement animal de la survie et... Oui, Voilà. non mais complètement. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il faut perpétuer, parce que la guerre est évitable entre hommes? Ah ben, vaste débat, mais moi je pense qu'il est évitable parce que je suis un humaniste et que quoi qu'il arrive... Juste sur l'animal, sa survie, il la doit à ses réflexes immédiats. Dans des territoires, et tu as touché dans les territoires où il y a l'homme. Par contre, j'ai eu la chance, et sans prétention, d'aller dans les territoires où l'homme n'avait pas été, et j'ai croisé des animaux qui vous regardent comme ça. Je me souviens, c'était un jaguar, j'ai fait une rencontre avec un jaguar à 10-15 mètres. Il vous regarde parce qu'ancestralement, il n'est pas programmé pour fuir l'homme. On est quelque chose de nouveau pour lui dans son territoire, c'est tout. Donc il y a vraiment le contraste entre les territoires vierges et les territoires où il y a eu l'humain. C'est aussi ça que j'ai voulu faire dans ce bouquin-là, c'est se questionner sur nos rapports avec la nature, les animaux. Merci bien pour cet échange intéressant.